En 1937, Carl Jung a mis en lumière un fait troublant. 89% de l'envie que vous ressentez au quotidien est totalement invisible. Elle ne se manifeste pas par des attaques frontales, ni par des remarques acerbes. Elle se cache dans des micro-expressions faciales, fugitives, des schémas de langage qui semblent anodins, des comportements si subtils que votre esprit conscient les ignore. Pourtant, votre corps, lui, les détecte. C'est pourquoi vous vous sentez mal à l'aise en présence de certaines personnes, sans pouvoir identifier précisément pourquoi. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 signes précis que Jung a identifiés à travers 127 études de cas d'envie silencieuse. Ce sont des signes tellement révélateurs qu'une fois que vous les connaissez, il devient impossible de ne pas les voir. Et surtout, vous apprendrez à distinguer l'envie réelle d'un simple mauvais jour ou d'un moment d'inattention, car confondre les deux peut détruire des relations précieuses. Si vous avez déjà eu le sentiment qu'une personne de votre entourage vous enviait sans pour autant avoir de preuves concrètes, cette vidéo vous apportera la clarté dont vous avez besoin. Ce qui va suivre va transformer votre façon d'interpréter les interactions sociales. Entre 1935 et 1948, Carl Jung a mené une étude approfondie sur ce qu'il appelait l'envie non verbalisée. Il ne s'intéressait pas à l'envie manifeste, celle que tout le monde peut voir. Il était fasciné par l'envie qui opère sous le seuil de la conscience. Jung a fait une découverte captivante. L'envieux silencieux ne ment pas lorsqu'il dit vous soutenir. Il croit sincèrement vous soutenir, mais son inconscient, ce que Jung appelle l'ombre, poursuit un objectif tout à fait différent. Et cet objectif transparaît à travers 5 signes spécifiques que l'envieux ne peut pas contrôler. Même en essayant de les dissimuler, Jung les a classés en 2 catégories. Catégorie 1, micro-expressions faciales involontaires. Ce sont des expressions qui durent entre 0,04 et 0. 7 secondes. Elles sont si brèves que la personne n'a pas conscience de les avoir produites. Mais votre cerveau primitif les détecte et déclenche une sensation de malaise que vous ne parvenez pas à expliquer. Jung a identifié 3 micro-expressions spécifiques liées à l'envie silencieuse. Nous allons les décortiquer. Catégorie 2, schéma de comportement verbal et physique. Ce sont des comportements qui semblent neutres en apparence, mais qui suivent un schéma cohérent, révélant une envie inconsciente. Jung a identifié 2 schémas principaux. Voici donc les 5 signes. Soyez très attentifs, car une fois cette vidéo terminée, vous allez commencer à les voir partout. Signe N 1, le faux sourire de bonheur pour autrui. Jung l'a décrit comme le sourire de Duchenne inversé. Qu'est-ce que cela signifie quand quelqu'un se réjouit sincèrement de votre succès? Son sourire mobilise 2 groupes de muscles, le muscle zygomatique majeur, qui relève les commissures des lèvres, et le muscle orbiculaire de l'œil, qui crée des rides autour des yeux, ce que nous appelons communément les yeux qui sourient. Un sourire authentique de bonheur pour votre réussite dure entre 5 et 4 secondes et se forme progressivement. Le sourire de l'envieux silencieux est tout à fait différent. Premièrement, il ne mobilise que le muscle zygomatique majeur. Les lèvres sourient, mais les yeux restent froids. Il n'y a pas de rides autour des yeux. Jung appelait cela un sourire cortical, car il provient du cortex préfrontal, d'un effort conscient, et non d'une émotion sincère. Deuxièmement, il dure moins de 0. À 7 secondes, il apparaît rapidement comme un flash et disparaît immédiatement. C'est comme si le cerveau de la personne se disait « je suis supposé sourire ici » et exécutait le mouvement minimum nécessaire pour se conformer à l'attente sociale. Troisièmement, il s'accompagne d'une micro-tension dans la mâchoire. Si vous observez attentivement, vous verrez qu'après ce sourire rapide, la mâchoire se crispe légèrement. Jung expliquait que cela traduit la volonté du corps de refouler l'émotion réelle, l'envie, le ressentiment,
la frustration. Comment détecter cela en temps réel? Lorsque vous partagez une bonne nouvelle avec quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, observez la zone des yeux pendant les 2 premières secondes de sa réaction. Si les yeux ne participent pas au sourire, s'il n'y a pas de rides, si le sourire dure moins d'1 seconde et disparaît rapidement, cette personne n'est pas sincèrement heureuse pour vous. Elle se contente de suivre le protocole social consistant à paraître heureuse. Tandis que son ombre, elle, est en train de traiter l'envie. Jung a documenté un cas en 1939. Une femme, 34 ans, maître de conférence. Elle a annoncé une promotion importante à sa sœur cadette. Sa sœur a répondu « C'est formidable, je suis très heureuse pour toi ». Les mots étaient parfaits, mais Jung, qui observait l'interaction, a noté la micro-expression « un sourire de 0 ». 4 secondes, aucune participation oculaire, une tension dans la mâchoire immédiatement après. 3 mois plus tard, la sœur cadette a commencé à saboter subtilement sa sœur, en commentant auprès d'autres membres de la famille sur la façon dont le succès la change et le fait qu'elle n'ait plus de temps pour la famille. Jung a noté « le faux sourire était la première preuve ». Le sabotage verbal n'était que la confirmation de ce que le corps avait déjà révélé. Avez-vous déjà vu ce sourire chez quelqu'un? Commentez 1 si vous reconnaissez ce schéma. La plupart des gens l'ont vu, mais n'ont jamais su l'interpréter. Signe numéro 2. L'évitement du regard post-réussite. C'est le signe que Jung considérait comme le plus révélateur, car il est totalement involontaire et presque impossible à contrôler consciemment. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous partagez une réussite avec une personne qui vous soutient sincèrement, cette personne maintient un contact visuel avec vous, pendant et après l'annonce de la nouvelle. Ses yeux cherchent les vôtres pour partager ce moment de célébration. L'envieux silencieux fait exactement l'inverse. Jung a observé ce schéma dans 73 des 127 cas qu'il a étudiés. Lorsque le sujet partageait une réussite, l'envieux, premièrement, maintient le contact visuel pendant les premières secondes, le temps de traiter l'information. Deuxièmement, au moment précis où il comprend l'ampleur de la réussite, il détourne le regard vers le bas à droite ou vers un objet neutre proche. Troisièmement, rompre le contact visuel pendant 2 à 5 secondes complètes, avant de revenir à vous. Pourquoi cela se produit-il? Jung expliquait que cet évitement du regard est la manifestation du cerveau traitant une émotion désagréable qu'il ne souhaite pas révéler. Lorsqu'ils entendent parler de votre succès, leur ombre active une comparaison automatique. Il a réussi cela et pas moi. Elle a ceci et pas moi. Cette comparaison engendre un ressentiment instantané et le cerveau primitif, cherchant à dissimuler cette émotion, rompt le contact visuel pour éviter que l'autre personne ne détecte ce qu'il ressent réellement. Jung a appelé cela l'évasion oculaire de l'ombre. L'envieux n'est pas conscient de ce qu'il fait. Si vous lui demandez « Pourquoi as-tu détourné le regard ?», il répondra probablement « Quoi ? Je n'ai rien fait ?» ou « Je regardais autre chose ». Ils ne mentent pas. Ils n'en sont sincèrement pas conscients, mais vous pouvez le détecter. Voici le test exact que Jung utilisait. Partagez une bonne nouvelle. Pendant que vous parlez, observez les yeux de la personne. N'écoutez pas ses paroles. Observez seulement les yeux. Si elle maintient le contact visuel pendant toute la conversation, et après, elle est sincèrement heureuse pour vous. Si elle rompt le contact visuel au moment exact où elle comprend que vous avez accompli quelque chose de significatif et que cet évitement dure plus de 2 secondes, elle est en train de traiter de l'envie. Si, en plus, vous remarquez que lorsqu'elle rétablit le contact visuel, ses yeux sont légèrement plus froids qu'avant, vous confirmez le schéma. Jung a documenté un cas en 1942. Un homme de 29 ans, musicien. Il a raconté à son meilleur ami qu'il avait été engagé par un orchestre prestigieux. L'ami a prononcé tous les mots justes. « Incroyable, mon pote, tu le mérites. »
Mais à la seconde exacte où le musicien a mentionné le nom de l'orchestre, l'ami a détourné le regard vers la fenêtre pendant 4 secondes complètes. Jung, qui observait, a demandé à l'ami après « À quoi pensiez-vous quand vous avez regardé par la fenêtre ?» L'ami a répondu « Je n'ai pas regardé par la fenêtre. » J'écoutais. Négation totale. L'esprit conscient de l'ami n'a pas enregistré l'évitement, mais son ombre l'avait exécuté, pour protéger son ego de ressentir l'écart entre le succès de son ami et sa propre stagnation. 6 mois plus tard, ce même ami a commencé à faire des commentaires subtilement négatifs sur la façon dont les orchestres prestigieux exploitent les musiciens et comment le succès commercial ne signifie pas un talent réel. Jung a conclu, le détournement du regard était le diagnostic, le sabotage verbal était le symptôme tardif. Commentez 2 si vous avez déjà vu ce schéma. C'est extrêmement courant, mais presque personne ne le reconnaît consciemment. Signal de 3, 9, 30, 12, 45. Signal de 3, la micro-interruption compétitive. Ce signal opère dans le langage verbal et est particulièrement insidieux, car il semble complètement neutre. Jung l'a décrit comme un déplacement narratif inconscient. Cela fonctionne ainsi. Vous partagez une bonne nouvelle ou une réussite. La personne envieuse vous écoute pendant 5 à 15 secondes. Et alors, avant que vous ayez terminé, elle vous interrompt avec l'une de ces 3 variations. Variation 1. Ah, ça me rappelle quand moi. Immédiatement, elle détourne la conversation vers sa propre expérience. Ce n'est pas qu'elle partage pour se connecter avec vous. Elle déplace l'attention de votre réussite vers elle-même. Parce que son ombre ne tolère pas que les projecteurs soient sur vous. Variation 2. Intéressant. Saviez-vous que prénom masculin ou féminino français commun a fait quelque chose de similaire? Elle amène une tierce personne dans la conversation pour diluer le caractère unique de votre réussite. Elle dit inconsciemment « Vous n'êtes pas spécial ». D'autres ont fait ça aussi. Variation 3. C'est bien. Tiens, en parlant d'autre chose, vous avez vu que... Elle change de sujet brusquement, comme si votre réussite n'était pas assez importante pour continuer la conversation. Jung a observé que cette variation est la plus blessante, car elle invalide complètement l'importance de ce que vous venez de partager. Comment différencier cela d'une conversation naturelle où les gens partagent des expériences connexes? Jung avait un critère spécifique, le timing et le schéma. Si la personne vous laisse terminer complètement votre histoire et traite ce que vous avez dit, répond spécifiquement à votre réussite avec des questions ou une célébration sincère, et après, partage quelque chose de lié à son expérience, c'est une conversation naturelle, saine. Si la personne vous interrompt avant que vous ayez terminé, ne pose pas de questions sur votre réussite, ne célèbre pas spécifiquement ce que vous avez accompli, et détourne immédiatement vers elle-même ou vers une autre personne. C'est l'envie silencieuse qui opère. Et voici la clé. Si cela se produit une fois, cela peut être une mauvaise journée, une distraction, une maladresse sociale. Si cela se produit conséquemment, chaque fois que vous partagez quelque chose de positif, c'est de l'envie. Jung a documenté un cas en 1940, 2 frères, 36 et 33 ans. Le plus jeune avait ouvert une entreprise prospère. Chaque fois que le frère cadet mentionnait quelque chose à propos de l'entreprise, le frère aîné l'interrompait avant 10 secondes avec « Oui, moi aussi, j'avais pensé à faire ça il y a des années, mais j'ai décidé que ça ne valait pas la peine de prendre le risque. » C'est arrivé 5 fois lors d'un dîner de famille. Jung, qui observait, a noté le schéma. Le frère aîné n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Si vous lui aviez demandé « Pourquoi interrompez-vous votre frère chaque fois qu'il parle de son entreprise ?» il se serait probablement offensé et aurait nié l'interruption.
Mais son ombre exécutait une stratégie claire, minimiser la réussite du frère cadet en détournant l'attention vers lui-même et en remettant en question la valeur de la réussite. 2 ans plus tard, le frère aîné a commencé à faire des commentaires lors de réunions familiales sur la façon dont l'argent change les gens et comment les entreprises détruisent les relations familiales, dirigé évidemment vers son frère cadet. Jung a noté la micro-interruption compétitive est l'envie à sa phase la plus subtile. Si la relation n'est pas confrontée ou ajustée, elle devient éventuellement un sabotage ouvert. Avez-vous déjà vécu cela? Commentez. 3. Si quelqu'un de proche interrompt ou détourne conséquemment la conversation lorsque vous partagez des réussites. Signal, Google 4, 12 45 16. Signal Google 4. Le flatterie avec qualification immédiate. Ce signal est particulièrement difficile à détecter, car il vient déguisé en compliment. Jung l'a appelé validation suivie d'invalidation subtile. Le schéma est simple, mais dévastateur. La personne envieuse écoute votre réussite et répond par une flatterie, qui est immédiatement suivie d'une qualification et qui réduit la valeur de la réussite. Exemple exact que Jung a documenté. Félicitations pour la promotion, même si, évidemment, dans cette entreprise, ils promeuvent tout le monde rapidement. C'est super que vous ayez vendu votre maison. Bien sûr, avec ce marché, tout se vend. Incroyable que vous ayez terminé le marathon. Bon, cette année, c'était facile, n'est-ce pas? Moins de concurrents. Je suis content que vous ayez été accepté à l'université. Il est vrai qu'ils acceptent plus de gens qu'avant maintenant. Vous voyez le schéma? Félicitations, plus, mais bien que, évidemment, plus minimisation de la réussite. Jung a expliqué que c'est l'ombre qui tente 2 choses simultanément. Premièrement, se conformer à l'attente sociale de félicité. La personne sait qu'elle est censée célébrer. Alors elle dit quelque chose de positif. Deuxièmement, réduire la valeur de la réussite pour protéger son ego. Si votre réussite est moins précieuse, l'écart entre votre succès et sa stagnation est moins douloureux pour elle. La qualification suit toujours l'un de ces 3 formats. Format 1, généralisation. Tout le monde peut faire ça. L'objectif est de vous faire sentir que votre réussite n'est pas spéciale. Format numéro 2, contextualisation. Avec les circonstances actuelles, c'était facile. L'objectif est d'attribuer votre succès à des facteurs extérieurs, pas à votre effort ou à votre talent. Format numéro 3, comparaison. D'autres ont fait plus. L'objectif est de vous faire sentir que votre accomplissement est insuffisant, comparé à des standards arbitraires. Jung a observé que ce schéma est particulièrement destructeur, parce que la personne qui le reçoit se sent souvent confuse. M'a-t-il félicité ou m'a-t-il critiqué? Je ne suis pas sûr. Cette confusion est exactement l'objectif inconscient de la personne en proie à l'envie. Elle veut que vous doutiez de la valeur de votre propre réussite. Comment détecter cela versus une critique constructive génuine? Jung avait un test simple, la question de suivi. Si quelqu'un fait un compliment avec une restriction, demandez « Que voulez-vous dire par la restriction ?» Exemple. Quelqu'un dit « Félicitations pour ton livre, bien que maintenant n'importe qui puisse publier, non ?» Vous demandez « Que voulez-vous dire par le fait que n'importe qui peut publier ?» Si la personne avait une intention véritable d'offrir une perspective, elle élaborera avec des détails spécifiques et maintiendra un ton neutre ou positif. Si c'était de l'envie, elle se mettra sur la défensive, minimisera son propre commentaire avec un « non, rien, je disais ça comme ça » ou changera de sujet rapidement. Jung a documenté un cas en 1945. Une femme, 41 ans, scientifique. Elle a publié un article dans une revue prestigieuse. Son collègue lui a dit « Félicitations pour l'article. Bien sûr, cette revue publie maintenant presque n'importe quoi. » La scientifique,
qui connaissait Jung, a demandé « Avez-vous lu des articles récents de cette revue que vous considérez de faible qualité ?» Le collègue a balbutié « Non, je ne lis pas cette revue régulièrement. J'ai juste entendu dire. » Il a été démasqué. Il n'avait aucune preuve. Il projetait seulement de l'envie déguisée en observation objective. La scientifique a appliqué une distanciation consciente. Elle n'a pas confronté agressivement, mais a ajusté quelles informations elle partageait avec ce collègue à l'avenir. Jung a conclu « Le compliment avec restriction est de l'envie éduquée. La personne croit qu'elle est civilisée, mais son ombre sabote votre confiance. » Commentez 4 si vous avez reçu des compliments qui vous ont immédiatement fait vous sentir plus mal au lieu de mieux. Signal, gueule 5, 16, 19, 15. Signal, Douglas 5. L'absence stratégique dans les moments clés. C'est le signal le plus difficile à détecter, parce que c'est une non-action, pas une action. Jung l'appelait évitement de célébration partagée. Ça fonctionne comme ceci. La personne en proie à l'envie est présente dans votre vie quotidienne. Mais elle disparaît mystérieusement ou devient indisponible. Exactement quand vous avez des moments importants à célébrer. Elle ne vient pas à votre remise de diplôme. Elle a un engagement préalable, impossible à annuler. Elle n'assiste pas à l'inauguration de votre entreprise. Elle est malade ce jour précis. Elle ne va pas à votre mariage, à une fête d'anniversaire importante ou à un événement de reconnaissance professionnelle. Il y a toujours une raison apparemment légitime. Jung a observé que ce qui est révélateur n'est pas une absence isolée. La vie passe. Les gens ont des conflits d'agenda. Ce qui est révélateur, c'est le schéma. Si une personne est constamment absente lors de vos moments de célébration, mais présente lors de moments neutres ou négatifs, c'est que l'envie est à l'œuvre. Pourquoi la personne en proie à l'envie fait-elle cela? Jung a expliqué que le fait de voir votre moment de célébration entouré de personnes qui vous valorisent est psychologiquement insupportable pour quelqu'un dont l'ombre est consumée par l'envie. Être physiquement présent la forcerait à 1. Simuler un bonheur véritable pendant des heures, pas seulement quelques secondes, c'est épuisant émotionnellement. 2. Voir d'autres personnes vous célébrer ouvertement. Cela amplifie la comparaison entre votre succès et sa stagnation. 3. Éventuellement devoir faire un discours, un toast ou une félicitation publique. Cela l'obligerait à verbaliser un soutien que son ombre rejette. Alors, l'inconscient crée une sortie élégante, une maladie soudaine, un engagement inéluctable, une crise familiale commode. Et voici ce qui est insidieux. Si vous confrontez l'absence, la personne a une excuse parfaitement raisonnable. J'étais malade. C'était l'anniversaire de ma mère. J'ai eu une urgence au travail. Vous ne pouvez l'accuser de rien sans paraître paranoïaque. Mais votre instinct sait que quelque chose ne va pas. Jung avait une méthode pour vérifier s'il s'agit d'envie ou de coïncidence véritable. Observez le schéma inverse. Cette personne est-elle présente lorsque vous avez des problèmes? Apparaît-elle lorsque vous échouez, lorsque vous êtes vulnérable, lorsque vous avez besoin d'aide? Si oui. Mais qu'elle est systématiquement absente lorsque vous réussissez, cela confirme l'envie. Elle est à l'aise avec vous en position inférieure, mal à l'aise avec vous en position supérieure. Jung a documenté un cas en 1937. 2 amis, 38 et 36 ans, amis depuis l'enfance. Celle de 36 ans s'est mariée. Celle de 38 ans n'a pas pu assister au mariage. Travail inéluctable. Celle de 36 ans a eu son premier enfant. Celle de 38 ans n'a pas pu assister à la fête de naissance. Voyage familial prévu de longue date. Celle de 36 ans a remporté un prix professionnel important. Celle de 38 ans n'a pas pu assister à la cérémonie. Maladie soudaine. 3 absences lors de moments clés.
Mais lorsque celle de 36 ans a eu une crise financière, qui est apparue immédiatement, celle de 38 ans, lorsque celle de 36 ans a eu des problèmes conjugaux qui étaient disponibles pour écouter pendant des heures, celle de 38 ans. Jung a vu clair. L'ami de 38 ans était à l'aise avec celle de 36 ans en position vulnérable, mal à l'aise avec elle en position de célébration. Pourquoi ? Parce que la voir vulnérable validait la décision de celle de 38 ans de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas rechercher de reconnaissance professionnelle. Vous voyez, tout cela apporte des problèmes. Mais la voir célébrer ces mêmes accomplissements contredisait ce récit. Alors, l'ombre créait des absences stratégiques. Jung a conclu, la présence dans votre douleur et l'absence dans votre joie est le schéma diagnostique définitif de l'envie chronique. Commentez 5 si quelqu'un de proche a été constamment absent lors de vos moments importants, mais présent lorsque vous avez des problèmes. Protocole de vérification 19 15 22. Maintenant vient la partie critique. Parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent comporte un risque, vous pouvez commencer à voir de l'envie là où il n'y en a pas. Quelqu'un a une mauvaise journée, est distrait et ne réagit pas comme vous l'espériez. Est-ce de l'envie ou traverse-t-il simplement quelque chose de personnel ? Jung était obsessionnel à ce sujet. Il a constamment mis en garde contre ce qu'il appelait la paranoïa projetée, voir des ennemis là où il n'y en a pas. Il a donc créé un protocole de vérification en 3 étapes pour confirmer l'envie versus la coïncidence ou un mauvais moment. Étape 1. Consistance temporelle. Un signal isolé ne signifie rien. Jung disait « Une micro-expression est une information. 3 micro-expressions lors de 3 interactions différentes sont un schéma. 6 ou plus sont un diagnostic. » Avant de conclure que quelqu'un vous envie, observez pendant au moins 3 interactions distinctes où vous partagez des réalisations différentes. Si, à 3 reprises, vous observez 2 ou plus des 5 signes, vous avez la preuve d'un schéma. Si vous ne voyez les signes qu'une seule fois, cela peut être un mauvais jour, une distraction, ou le signe que la personne est en train de gérer quelque chose de personnel. Étape 2. Spécificité contextuelle. Carl Jung a observé quelque chose de crucial. L'envie est spécifique au domaine où la personne se sent en échec ou frustrée. Votre ami, architecte frustré, peut montrer les 5 signes quand vous parlez d'architecture, mais se réjouir sincèrement quand vous parlez de votre relation amoureuse. Cela n'invalide pas l'envie. Cela confirme simplement qu'il s'agit d'envie dans un domaine spécifique et non d'envie générale. Alors posez-vous la question. Les signes apparaissent-ils seulement quand je parle de sujets spécifiques? Travail, argent, relations, ou apparaissent-ils avec toutes les réussites que je partage? Si c'est spécifique, la personne éprouve de l'envie dans ce domaine. Vous pouvez maintenir une relation fonctionnelle en évitant ces sujets. Si c'est général, la personne a une envie chronique envers vous. Vous devez appliquer une distanciation consciente plus large. Étape 3. Contraste avec les autres. Observez comment cette personne réagit quand d'autres personnes, pas vous, partagent des réussites similaires. Montre-t-elle les mêmes 5 signes ou seulement avec vous? Si elle montre les signes avec tout le monde, elle a probablement un problème général de gestion émotionnelle ou une faible intelligence émotionnelle. Ce n'est pas une envie spécifique envers vous. Si elle montre les signes seulement avec vous, c'est de l'envie dirigée. Quelque chose dans votre succès active spécifiquement son ombre. Jung a résumé le protocole ainsi. 3 interactions, plus un schéma constant, plus une spécificité envers vous, équivaut à de l'envie confirmée. Moins que cela, maintenez l'observation avant de conclure. Est-ce que cela a du sens? Commentez avec si vous voyez l'importance de vérifier avant de conclure. Étude scientifique. Bus 1. 22 0 24.
15. Il faut savoir que les 5 signes décrits par Carl Jung ne sont pas seulement une théorie psychologique abstraite. Ils ont été validés scientifiquement. En 1978, le psychologue Paul Ekman a publié une étude révolutionnaire intitulée Facial Action Coding System, dans laquelle il a documenté toutes les micro-expressions faciales humaines. Ekman n'étudiait pas Carl Jung spécifiquement. Il créait un catalogue complet des mouvements faciaux et des émotions qu'ils représentent. Il a découvert exactement ce que Jung avait observé 40 ans plus tôt, le sourire de Duchenne, authentique, versus le sourire social, faux, sont biologiquement différents. Ekman a confirmé qu'un sourire authentique implique le muscle orbiculaire de l'œil et dure au moins 1 seconde. Un sourire faux n'implique pas ce muscle et dure moins de 0,7 secondes. Il a aussi confirmé l'évitement du regard dû à l'inconfort émotionnel, quand une personne gère une émotion qu'elle ne veut pas révéler. Le cerveau primitif rompt le contact visuel automatiquement. Ekman a analysé 3000 interactions enregistrées en vidéo. Il a découvert que dans 84% des cas où une personne ressentait de l'envie, confirmée plus tard lors d'entretiens, elle montrait les micro-expressions exactes que Jung avait identifiées. Mais voici ce qui est fascinant. Dans 91% de ces cas, quand on leur montrait la vidéo de leur propre réaction, les personnes envieuses niaient avoir fait ces expressions. Je n'ai pas rompu le contact visuel. J'ai souri sincèrement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ekman a conclu, les micro-expressions d'envie opèrent complètement sous le radar conscient. La personne exécute le schéma sans le savoir et le nie quand elle est confrontée à une preuve visuelle. Cela confirme ce que Carl Jung avait averti. N'attendez pas que la personne en proie à l'envie silencieuse admette son envie. Cela n'arrivera jamais. Son esprit conscient n'a pas accès à ce que son ombre est en train de faire. Votre travail n'est pas de la confronter. Votre travail est de détecter le schéma et d'ajuster quelles informations vous partagez avec cette personne. Si vous comprenez cela, si vous voyez pourquoi confronter l'envie silencieuse est inutile, commentez avec CAS réel complet 24 15 28 30. Laissez-moi vous montrer comment les 5 signes opèrent ensemble dans un cas réel documenté par Carl Jung en 1946. 2 hommes, 43 et 41 ans, associés dans une entreprise d'import-export. Appelons-les Antoine et François. L'entreprise grandissait, mais François faisait clairement la plus grande partie du travail stratégique. Il obtenait les gros contrats, négociait avec les fournisseurs, gérait les relations clés. Antoine gérait les opérations internes, logistique, comptabilité, administration, important, mais moins visible. François a décroché un contrat massu avec une entreprise américaine. L'entreprise allait croître de 400%. Il était Exit. Il l'a dit à Antoine. Jung, qui étudiait la dynamique des associés, observait l'interaction. Signe 1-1, faux sourire. Quand François a dit l'importance du contrat, Antoine a souri. Mais Jung a chronométré le sourire. 0,5 secondes. 0 participation oculaire. Tension immédiate de la mâchoire. Signe meuble 2. Évitement du regard. Immédiatement après le faux sourire. Antoine a détourné le regard vers des documents sur le bureau. Il a continué à regarder ces documents pendant 4 secondes avant de rétablir le contact visuel. Signe numéro 3. Micro-interruption. François a commencé à expliquer les détails du contrat. Antoine l'a interrompu après 8 secondes avec « Ah, les contrats américains. J'étais aussi sur le point d'en conclure un l'année dernière, mais j'ai décidé que le risque de change ne valait pas la peine. » Il a déplacé la conversation vers lui-même et a minimisé la valeur de la réussite de François. Signe d'Aguel 4, compliment avec nuance. Après l'interruption, Antoine a dit « Félicitations François ». Bien sûr, avec l'après-guerre, les Américains sont désespérés d'importer, donc tout le monde décroche des contrats.
compliment. Plus minimisation immédiate. Signe E5. Absence stratégique. 3 semaines plus tard. François a organisé un dîner de célébration avec des clients importants pour annoncer le contrat. Antoine n'a pas assisté. Problèmes familiaux urgents qui n'ont jamais été spécifiés. 5 signes, tous présents, dans une seule interaction. Jung a demandé à Antoine, lors d'une session privée, « Comment vous sentez-vous à propos du contrat que François a décroché ?» Antoine a répondu, « Je suis heureux pour lui, je suis heureux pour nous, c'est excellent pour l'entreprise. » Jung a insisté, « N'y a-t-il aucune partie de vous qui a l'impression que François reçoit plus de reconnaissance que vous ?» Antoine s'est offusqué. « Pas du tout. Je m'occupe des opérations, il s'occupe des ventes. Chacun a son rôle. » Dénégation totale. Antoine n'était sincèrement pas conscient de son envie. Jung ne l'a pas confronté directement. Au lieu de cela, il a conseillé à François, « Votre associé vous envie. Il n'en est pas conscient, mais son ombre est activée. Appliquez une distanciation consciente sur le plan personnel, mais maintenez la relation professionnelle fonctionnelle. » François a suivi le conseil. Il a arrêté de partager ses victoires personnelles avec Antoine. Il maintenait des conversations strictement professionnelles, cordiales, mais sans intimité émotionnelle. Que s'est-il passé? L'entreprise a fonctionné excellemment pendant 12 ans de plus, mais ils ne sont plus jamais redevenus amis comme au début. Ce n'étaient que des partenaires de travail, rien de plus. Jung a noté, François avait ajusté ses attentes. Il ne s'attendait pas à ce que Marc célèbre ses victoires. Alors, l'envie silencieuse de Marc n'avait plus le pouvoir de le blesser. La relation a continué parce qu'il a cessé de dépendre d'une validation émotionnelle mutuelle. C'est crucial. 5 ans plus tard, Marc a finalement admis en thérapie avec Jung, « J'ai toujours senti que François recevait plus de crédit que moi. Ça me dérangeait. Mais je n'ai jamais voulu l'admettre parce que ça me faisait me sentir petit. » Voilà, l'ombre, finalement consciente, une prise de conscience profonde. Voyez-vous comment les 5 signaux, ensemble, créent un schéma diagnostique impossible à ignorer. Commentez si vous voyez maintenant comment détecter l'envie silencieuse avec précision. C'est un signal clair. Application pratique, 28 30 31. Alors, que faites-vous lorsque vous détectez les 5 signaux, ou même 3 d'entre eux, de manière constante chez quelqu'un de proche? C'est une question importante. Jung avait un protocole spécifique qui ne nécessite pas de confrontation dramatique. Absolument pas. Action 1. Ajustement de transparence. Arrêtez de partager vos réussites avec cette personne, pas parce que vous êtes hostile, simplement parce que la relation n'a pas gagné ce niveau d'accès avec son comportement. C'est une limite saine. Si on vous demande « Comment ça se passe pour projet ?» répondez de manière vague. Bien. Ça avance. N'entrez pas dans les détails des succès spécifiques. Restez vague et courtois. Action 2. Observez sans réagir. Ne confrontez pas. Ne dites pas « J'ai remarqué que tu as détourné le regard » ou « Ton sourire semblait faux ». Ça créera un conflit inutile et la personne le niera de toute façon. N'envenimez pas la situation. Simplement, observez, confirmez le schéma et ajustez votre comportement en conséquence. Un ajustement subtil. Jung disait « L'envieux ne peut pas changer son envie avec votre confrontation. Il ne peut changer que lorsqu'il confronte sa propre ombre. C'est son travail, pas le vôtre. C'est une responsabilité personnelle. » Action 3. Maintenez une relation fonctionnelle. Ne coupez pas la relation à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Simplement, ajustez le niveau d'intimité émotionnelle. C'est une question d'équilibre. Vous pouvez maintenir une relation cordiale, fonctionnelle, même affectueuse, sur des sujets neutres. Simplement, évitez de partager vos victoires avec quelqu'un dont l'ombre ne peut pas les traiter sainement.
C'est une protection pour vous et pour eux. Action 4. Ne le prenez pas personnellement. C'est crucial. L'envie de cette personne n'est pas à propos de vous. Elle est à propos de sa propre relation avec son ombre, avec ses échecs, avec ses peurs. C'est une lutte interne. Vous êtes simplement le miroir qui reflète ce qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes. Un miroir, parfois cruel. Jung a résumé cela parfaitement. Quand quelqu'un ne peut pas célébrer votre lumière, n'éteignez pas votre lumière. Simplement, cessez de la montrer aux personnes qui ne peuvent voir que l'obscurité. Une sagesse profonde. Voyez-vous comment ceci est applicable immédiatement sans drame? Commentez si ces outils ont un sens pratique. Une application immédiate. Fermeture avec CTA 31, Zo 33, Zo. Résumons tout ce que vous devez retenir de cette vidéo. Rappelez-vous bien. Les 5 signaux d'envie silencieuse. 1. Faux sourire de bonheur pour autrui. Moins de 0,7 secondes. Sans participation oculaire. 2. Évitement du regard post-réussite. Ils rompent le contact visuel quand ils comprennent la magnitude de votre succès. 3. Micro-interruption compétitive. Ils détournent la conversation vers eux ou vers les autres avant que vous ayez terminé. 4. Compliments avec qualification immédiate. Ils félicitent et minimisent dans la même phrase. 5. Absence stratégique dans les moments clés, présent dans votre douleur, absent dans votre célébration. Protocole de vérification. 3 interactions minimum avant de conclure. C'est essentiel. Observez si c'est spécifique à certains sujets ou général. Une analyse minutieuse. Contrastez comment ils réagissent avec les autres versus avec vous. Cherchez des différences. Action. Ajustez la transparence sans confronter une communication délicate. Maintenez une relation fonctionnelle sans intimité émotionnelle dans les domaines où vous détectez l'envie, une distance prudente. Ne le prenez pas personnellement, c'est leur ombre, pas votre problème. Laissez-les gérer. Si cette vidéo vous a donné les outils pour enfin comprendre pourquoi certaines personnes proches se sentent mal à l'aise avec votre succès, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. 1. Engagement clair. Premièrement, commentez quel signal vous avez reconnu en premier et chez qui. 1, 2, 3, 4 ou 5. Je veux savoir quel est le plus commun. Deuxièmement, si ce contenu vous a aidé, envisagez de faire un super thanks. Ceci me permet de continuer à créer du contenu profond basé sur Jung, pas des superficialités motivationnelles. C'est un soutien précieux. Troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez confus parce qu'il sent que quelqu'un de proche ne célèbre pas sincèrement ses réussites. Parfois, cette vidéo est la clarté que quelqu'un a cherché pendant des années, une révélation. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, une analyse profonde de Carl Jung appliquée aux dynamiques sociales modernes. Abonnez-vous et activez la clochette. La prochaine vidéo portera sur comment détecter quand un manipulateur se rend compte qu'il ne fonctionne plus avec vous. Un sujet brûlant. À bientôt dans la prochaine. Ne manquez pas ça.